La loi de finances a été revue justement à la hausse. On parle de 15,8 milliards de dollars américains. Mais quel impact ça peut avoir justement sur la vie quotidienne des Congolais? On va essayer d'y réfléchir justement avec un invité sur ce plateau. Il s'agit du député national Dédé Moupassa, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, élu d'Idiofa dans le Kouilou. Ah, précision de taille. Merci. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Alors d'entrée du jeu, je voudrais justement avoir votre réaction puisque vous êtes député national. Les élus ont adopté le budget 2023, donc le texte irrelatif. Mais il y a quand même un fait remarquable. On est parti de 14,6 milliards de dollars à 15,8 milliards de dollars après les travaux en commission ECOFIN justement. Qu'est-ce qui explique cette augmentation? Oui, d'abord, il faut dire que merci d'abord de l'invitation et salut à tous les compatriotes qui ont pris leur temps pour nous suivre. Je pense qu'il faut d'abord cadrer la loi des finances, c'est quoi exactement, pour que les questions qui vont venir après puissent... Je crois que ça vaut la peine. C'est quand même. La loi des finances, c'est cet ensemble de projections qu'on fait en termes de mobilisation des recettes d'un côté et les dépenses prévues à charge de l'État. Et ces dépenses sont constitutionnelles ou réglementaires. Donc, et c'est ça qui fait la division d'un gouvernement. Dans chaque service, il y a des services qui mobilisent et il y a des services qui consomment. Et dans tout cela, il y a aussi des termes, par exemple, des investissements dont le pays doit se plonger dans l'avenir. Et tout cela, c'est la charge du gouvernement dans son ensemble, de l'exécutif, dont le patron, c'est le président de la République. Et pour que la conduite de l'État soit conforme, il y a d'autres institutions qui ne mobilisent pas de recettes, mais qui sont là, telles que l'armée, c'est que le Parlement, c'est que la présidence même, les cours et tribunaux. Donc, et partout là-bas, il y a des types de recettes qu'on peut mobiliser. Et c'est le gouvernement. La loi des finances sur le budget, c'est un projet de loi. Ce n'est pas une conception du Parlement. Ça, on doit se le dire. Et ils conçoivent par rapport à la capacité qu'a le gouvernement de mobiliser ou de projeter les dépenses selon la vision qu'a donné le président de la République, repris à l'engagement que le Premier ministre a déposé au Parlement lors de l'élection d'investiture. Donc c'est cela qui fait qu'ils viennent avec au Parlement parce que la loi l'exige. Et quand ils viennent au Parlement, le Parlement examine pour donner le quitus. Et le Parlement, quand on dépose déjà, c'est fini, ça cesse. C'est toujours un projet, mais ils n'ont plus quelque chose à dire dedans, en dehors du fait que le Parlement peut maintenant examiner et faire des améliorations selon que le gouvernement a évité ou n'a pas vu tel ou tel autre aspect des choses. C'est-à-dire quand le texte arrive au niveau du Parlement, ce n'est plus l'affaire du gouvernement. Non, ce n'est plus l'affaire du gouvernement. Maintenant, c'est le Parlement qui en fait, ce qui peut être faisable dans le respect des normes légistiques, l'écriture, dans des projections, des engagements qu'on a fait avec d'autres pays, régionaux, ainsi de suite. Parce que si vous dites aujourd'hui, on taxait à la douane 10%, 20% pour XYZ produits, au Parlement, on peut réduire parce qu'on va rappeler qu'on vient de signer des contrats, un traité avec le Burundi où il y a des échanges. Mais les 10% qu'on a mis dans les budgets, c'est peut-être pour du thé. Mais on dit que le thé, c'est un produit qui est produit au Burundi. Ça va entrer maintenant sans payer l'impôt. Alors, à ce moment-là, on peut réduire. Comme on peut faire avancer, on peut augmenter ces recettes. Voilà. Vous avez très bien expliqué. Je crois que c'est et au-delà, par exemple, nous faisons aussi des vacances parlementaires. Nous revenons avec des charges, des problèmes peut-être que le gouvernement n'a pas saisi. Nous avons le problème des routes, des dessertes agricoles. Ça pose un problème énorme. Nous pouvons dire investissez dans les routes. Parce qu'investir dans les routes, c'est une autre économie. Parce que quand vous investissez dans les routes, ça crée de l'économie, ça crée d'activité. Et cette activité peut générer d'autres sources en termes de taxes, en termes d'impôts. Alors c'est un éclaircissement qui valait la peine. On a compris que lorsqu'on parle de la loi de finances, il s'agit des projections justement par rapport à l'année à venir en termes des dépenses et des recettes. Alors, dans les cas échéants, au niveau de la plénière, il y a eu examen, mais le texte a été renvoyé à la commission ECOFIN. On parlait de 14,6 milliards de dollars auparavant, mais après les travaux au niveau de la commission ECOFIN, il y a eu une augmentation. Aujourd'hui, on parle de 15,8
8 milliards. Comment expliquer cette augmentation? Oui, l'augmentation, c'est-à-dire on a diversifié l'économie. Vous savez qu'on a des blocs pétroliers qu'on est en train de vendre. Et d'ailleurs, on est à l'attente. Dès que l'offre est présentée et qu'on a des gens qui acceptent de prendre quelques blocs d'ici 2-3 mois, au mois de mars, on risque de changer encore ça à la hausse. Parce que c'est déjà une source de recettes, sûres, mais pas encore disponibles. Donc, on ne peut pas l'engager. Donc, on a vu d'autres aspects que je ne sais pas le numérer ici, pour ne pas être membre de l'ECOFIN d'abord, mais dans l'ensemble, ça nous engage parce que le travail parlementaire. Voilà, le travail parlementaire n'a jamais été individuel. C'est un travail collectif. Peu importe l'initiateur qui peut porter, mais à la fin, ça nous engage. Pas d'opposition, pas de majorité. C'est un travail parlementaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est ces aspects des choses qu'on a amélioré, que je ne sais pas innover ici, par manque de lucidité de textes et de paramètres qui ont milité pour cela. Mais en clair, c'est qu'il y a des aspects des choses, que ce soit au niveau de la douane, avec des brassicoles, le timbrage, que ce soit ça au niveau des assises, on a changé. Il y a des taux qu'on a fait augmenter. Il y a quand même le minier sur un certain nombre de redevances qu'il devait payer, ainsi de suite, ça. On a poussé le gouvernement de tenir compte de cela et avec ça, on peut avoir de nettes améliorations à ces niveaux-là. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à 15 millions. Vous êtes député. Mais qu'il y a des paramètres vraiment bien définis d'innovation que le Parlement a pu mettre en place pour augmenter ses budgets. Alors la préoccupation, c'est de savoir, est-ce que ce texte est réaliste selon vous? Oui, réaliste, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous dites que ce sont des projections de prise en charge de sa population, de son État. C'est-à-dire aujourd'hui, on a besoin de 100 millions par mois. 100 millions ou 200 millions de dollars, je veux dire. Qu'est-ce que je dis? 200 millions, 200 milliards ou 100 milliards. Si on doit prendre tous les problèmes de route qu'on doit faire pour ces pays, que ce soit en dessert ou de routes d'intérêt national ou international. Si on doit dire qu'il faut réhabiliter toutes les écoles. Si on doit dire payer tous les enseignants, du coup, les fonctionnaires de l'État, les militaires qu'on est en train de recruter, qu'il faut construire encore des camps militaires. Tout cela, l'État a besoin de combien par an pour un budget? Mais on vient de 4 milliards. 4 milliards, de 4 milliards, 6 milliards, 10 milliards, il y a sous peu. Mais maintenant, 14 de propositions, nous sommes à 15 milliards. C'est insuffisant. Mais c'est avec ça qu'on doit faire maintenant la politique du pays. Et quel impact donc ça peut... Donc c'est quand je vous dis, oui. Si vous avez besoin de 100 milliards et que vous vous contentez de 15 milliards, on laisse la peau. Hein. Mais quel impact sur la vie quotidienne des Congolais? C'est bien de parler d'un budget qui remonte à 15,8 milliards de dollars, mais si on continue à avoir une population qui demeure dans la pauvreté... On ne dit pas qu'avec 15 milliards, on finit la pauvreté. On ne dit pas qu'avec 15 milliards, on devient développé. Avec la loi de programmation, on va peut-être y revenir. Il y a le paiement des anciens, comment on appelle, l'amélioration des salaires, tant soit peu, des enseignants, les soldes des militaires. Tout ça, on a amélioré. Les fonctionnaires de l'État, il n'y a plus des arriérés. On le paye en temps réel. Donc tout ça, c'est parce qu'on a mobilisé des recettes. Et plus qu'on va mobiliser, plus qu'on va prendre en charge les autres qui sont payés. Aujourd'hui, sur 10 millions ou 10 millions de fonctionnaires de l'État, il n'y a que peut-être 6 millions qui sont identifiés. Et dans les 4 millions, je devais quand même donner les chiffres réels, il y a 30% seulement qui sont payés. Les autres sont des primes qu'ils prennent. Mais parce que le ministre est en train de travailler pour identifier. Plus il identifie, il découvre qu'il y a plus de fonctionnaires que ce qui est déclaré et ce qu'on doit prendre en charge. Tout ça, avec un budget de 15 milliards, ça soulage, mais ça ne répond pas aux besoins. Donc, il ne faut pas venir sur un plateau de télévision, dire avec 15 milliards, on atteint. Mais c'est un effort, parce que nous venons d'où? Nous venons de 4 milliards. Il n'y a pas, sous ces mandats, 4 milliards. Donc, le projecteur était de 6 ou de 7. On a même réduit par une fois. Est-ce que vous pensez que cet effort, on est en train de monter? Vous pensez que cet effort est la résultante de l'apport de l'IGF, notamment dans le contrôle de tout le monde, de tout le monde. Il n'y a pas que IGF. On ne va pas laisser IGF démobiliser des recettes sans d'autres régies. On ne pourra pas le faire. Principalement, le rôle de l'IGF, ce n'est pas de mobiliser des recettes. Mais dans le travail qui fait de lutte contre la fraude, ça change la conduite. Ça impacte, ça change la conduite. Et c'est prévu par l'encadrement des recettes, par les institutions.
C'est pas pour rien que ça existe. Mais là, alors, il y a un animateur à la tête qu'on doit féliciter qui fait un travail. Donc c'est cela. Et ce travail n'est pas fait que par lui, par toute son équipe. Mais c'est vrai qu'il porte le leadership. Parce qu'il n'est pas partout lui-même. Non, ce sont des inspecteurs de finances. Alors, donc il faut saluer le travail qu'ils sont en train de faire. Et pas que lui. Et maintenant, il faut rentrer dans le régime qui s'améliore à cause de ces poussées-là qu'il est en train de faire. Mais dans tout cela, que ce soit l'IGF, c'est l'impulsion du président de la République. Ça, il faut le retenir. Alors, quelle est la place qui est réservée à la défense? Vous le savez, notre pays est agressé par le Rwanda. Le M23, qui est soutenu par le Rwanda, continue d'occuper le territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, tout le monde est préoccupé par cette situation. Est-ce que dans ce texte, une grande place est réservée pour la défense nationale? Oui, mais bon, je ne dirais pas plus ici sur ce plateau parce que c'est déjà un régime tactique et technique stratégique pour l'armée. Mais ce que nous constatons, c'est que les adversaires qui nous combattent gagnent du terrain pour dire que nous replions. Et ce sont des replis stratégiques. Quelle est la situation de notre armée? Mais si nous l'examinons, j'ai été dans plusieurs réunions du conseil, comme on dit, de la commission sécurité et défense. Il y a des petits problèmes liés au solde, le détournement, le président même l'a décrié, et l'amélioration en termes comment on appelle, l'interdiction qu'on nous a fait d'avoir des armes, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est le problème de notre armée. Le vieillissement, il faut continuer le recrutement. Les conditions même où garder ces militaires dans des camps de formation, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a les effectifs qui augmentent. Des effectifs même non maîtrisés. Ça renvoie aux besoins financiers. Maîtrisés. On vous dit au front, ils sont autant, mais ils sont pas assez nombreux. Tout ça, c'est le problème qui est connu. La presse décrit, le Parlement en a parlé, la présidente de la République a crié dessus. Mais maintenant, il faut porter des solutions. Et parmi les solutions à porter, en termes de finances, en termes d'état d'abord de responsabilité, c'est cette loi de programmation de notre armée. Parce que c'est là-dedans qu'on vient à peine de résoudre chaque problème avec un budget conséquent. Et chaque jour qui passe, c'est une amélioration qui va se faire dedans. Alors, mais c'est seulement la guerre, on ne le fait pas qu'avec une armée, c'est pas moins sophistiqué, on fait avec ce qu'on a. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour empêcher l'avancement, pour mettre aussi, avec d'autres stratégies militaires, de dérouter ceux qui sont en train de nous envahir, directement ou indirectement. Et c'est comme ça que la diplomatie prend la hauteur pour combler à toutes ces choses-là. Donc la diplomatie est la reine du président de la République. Et quand il dit ce qu'il maîtrise un certain nombre de choses, le pays, nous devons l'accompagner pour cela. Alors, vous prenez aussi part aux travaux de la commission environnement. Pas plus tard qu'il y a quelques temps, vous avez auditionné certains directeurs généraux des entreprises publiques. En quoi consistent justement ces auditions? Oui, mais c'est un contrôle, parce que l'article 100, l'alinéa 2, donne les attributs d'un député. C'est-à-dire le député, en dehors de faire de loi, hein, tu peux initier toi-même, moi j'ai le droit d'initier une loi, et comme tout Congolais peut initier et fait porter cela par un député, ou alors le gouvernement qui fera maintenant un projet de loi qui vient, on examine, on donne la forme et on vote. Ça continue. Le dernier pour une loi, c'est le président de la République qui promulgue. Donc, et pour que ça soit mis en consommation. Et de deux, c'est la charge d'organiser des contrôles. Parce que le gouvernement, notre régime, fait que c'est un régime parlementaire, je peux dire, ou c'est parlementaire, où le gouvernement dépend, disons, et l'apanage sort du Parlement. Donc, et en cela, nous devons contrôler ce gouvernement. Et il y a le gouvernement, les entreprises publiques, les services publics que nous devons contrôler. Donc ça, les responsables des entreprises publiques sont, même le ministre, tous ces gens responsables aussi devant le Parlement. Oui, ils sont responsables devant le Parlement. Mais ça, c'est le premier type de contrôle normal. Mais le second type de contrôle, c'est les enquêtes parlementaires. Dans les enquêtes parlementaires, il y a maintenant un autre pouvoir qu'on confie aux enquêteurs qui va plus loin. Ils peuvent interpeller n'importe qui pourra donner susceptiblement une information sur l'enquête qui est en train de se dérouler. C'est comme ça qu'on peut descendre dans un magasin, dans un marché, on peut interpeller un individu qui porte des informations sur tel autre cas. Donc il faut faire cette différence. Et les enquêtes parlementaires, de temps en temps, vous entendez des missions parlementaires en enquête qui vont à gauche ou à droite. Donc voilà, ça c'est le travail. Alors tous ceux qui passent, le gouvernement parlementaire a d'abord des groupes parlementaires, ce sont des groupes politiques. Au-delà des groupes politiques, parce que le Parlement, c'est la politique
la représentation de la politique. Et c'est ça qui sort le gouvernement. Alors, mais maintenant, le regroupe parlementaire, c'est ça qui engage la dimension politique. Mais la dimension technique du Parlement, ce sont des commissions permanentes. Et les commissions correspondent à l'exécutif, à des matières de vie sociale ou de matières de vie étatique dans le pays. Donc nous avons les relations internationales, extérieures, qui sont gérées par une commission extérieure. La défense, sécurité, il y a une commission permanente. L'environnement et tout ce qui coule, il y a une commission permanente environnement, ECOFIN, qui gère les finances, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça qui voudrait... Et c'est dans ces cadres-là que nous recevons des acteurs étatiques qui évoluent dans ces domaines. Ils passent pour savoir comment est-ce que la loi se comporte bien, quelles sont les défaillances, quels sont leurs problèmes. Nous avons appris, nous constatons, et quels sont les problèmes, est-ce qu'ils marchent correctement ou pas, pour sanctionner. Alors je voudrais qu'on aborde la dimension de la sécurité, parce qu'aujourd'hui, notre pays est agressé, comme je venais de le dire. Vous avez parlé des efforts diplomatiques qui sont déployés justement par les autorités du pays. L'Union européenne vient enfin de réagir à cette agression, justement, mais elle n'a visé que certains responsables des groupes armés, à l'instar du M23, Codeco, FDLR. Il n'y a aucun officier rwandais qui est visé. Pourquoi ? Bon, l'Union européenne, c'est un partenaire de la République, mais bon, il y a des fois qu'ils agissent au-delà de la considération, d'égalité, du respect des États. Vous voyez d'abord, il a été établi. Les experts de l'Union, de l'ONU, on les a établi. On les le Rwanda nous agresse. Voilà, on les attend. Nous attendions à des sanctions contre les Rwandais. C'est ça que nous attendons. Les autorités rwandaises. Les sanctions contre les Rwandais, les sanctions contre les fournisseurs des armes, les sanctions contre les acheteurs de ressources pillées en RDC, les sanctions contre, comme on a fait à l'Ukraine. Donc c'est insuffisant. Ils étaient les premiers à le faire avec l'OTAN. Mais chez nous, ils vont chercher des individus. Bonne chose, pas de problème. Mais c'est insuffisant. Il faut aller... insuffisant. Est-ce que ça qui est essentiel? Ça les concerne d'abord en quoi? Ce qui les concerne. D'abord, eux, leur participation pour nous aider à sortir de cette situation de pauvreté, de la paix, de ramener tout cela, ils participent à combien l'Union européenne? Ce n'est pas des blagues qu'ils faisaient avec 20 millions, 30 millions. Nous, maintenant, on a l'argent. Qu'on nous laisse libre, nous savons maximiser notre argent. Avec les experts qui envoient tous les 4-5 matins, ils vous amènent 500 millions, mais les experts rentrent avec 300 millions. On connaît toutes ces choses-là. Et on a bloqué ce système. Et ils vont souffrir dans les jours qui vont venir. Donc je pense que l'Union européenne fait preuve d'une certaine duplicité dans cette affaire. Mais c'est clair. C'est clair. C'est clair. Vous avez vu le député révolutionnaire sont allés déposer un mémo pour dire qu'on n'était pas d'accord avec eux, avec ce classisme, ce silence-là qui les ranime, et la position qui regarde un partenaire privilégié en Afrique de l'Union européenne. Donc il ne peut pas agir comme ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est eux, l'Union européenne, eux numéro 2 en pollution, et nous sommes numéro 0 en conservation. Au lieu de venir collaborer avec nous dans ces domaines qui sauvent la nature et remettre la paix, parce que nous ne devons pas avoir des tâches même de guerre, parce que nous sommes le poumon de donner la vie dans ce monde. Mais ils veulent créer des zizanies pour déranger notre vie, et tout ça, ils mettent des pics comme si on était incapable de faire une gestion politique chez nous, ou militaire. Mais non, mais tout alors, ça parce qu'ils dérangent. Vous êtes un parlementaire de la République. Quelle est aujourd'hui la solution pour pallier cette crise qui frappe la partie est de notre pays? Qu'est-ce que vous suggérez, vous, en tant que parlementaire? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire déjà, et le président de la République a la grande part de cela, parce qu'il a une lecture qui nous dépasse des fois, et à mon avis, on les suit, on les soutient. Mais en tant que Congolais, il y a l'option politique qui est en train de faire, l'option militaire, c'est ce qu'on est en train de... Vous avez vu les recrues, les jeunes qui se sont engagés, suivant le mot d'ordre du président de la République. Mais aussi, nous devons aller dans des grands cercles du monde où les grands marchés se font, du diamant, de tous nos produits. Suivre qui achète en dernier ressort nos produits. Et menacer à ce niveau-là, ça c'est la diplomatie commerciale. On peut y arriver. Parce qu'il y a des gens, vous avez vu le DG de Total, je n'ai rien contre lui, il fait des déclarations de l'insécurité pour empêcher les gens de venir investir en RDC. Lui-même déclare qu'il ne viendra pas en RDC. Mais en attendant, Total évolue s'il fait des bénéfices. Mais pourquoi il ne part pas? S'il y avait l'insécurité de partir.
Vous voyez ce genre de comportement. Alors nous devons aller dans ce cercle-là, de grands, parler avec ces DG nationales, internationales. Il y a des entreprises françaises ici, il y a des entreprises américaines qui sont dans des filiales. Vous savez par exemple, le numéro 1 mondial en cuivre n'est pas au Congo. Mais il est au Congo sous une autre forme. Il est dans un autre groupe associatif qu'ils ont monté, une société. Mais comme le numéro 1, il ne vient pas parce qu'il crie de partout qu'on est dans une zone de l'insécurité. Mais l'insécurité créée par eux-mêmes. Hein? Nous, comme le président l'a dit, tous nos voisins nous regardent. Nos voisins ne sont pas nécessairement nos pilleurs, mais sont des commissionnaires de tous ces milliards qui arrivent à gauche, à droite. Et on vient, et les milliards, et les armes, pour déranger la quiétude des Congolais. Et maintenant, ça nous a détruit. La cohésion nationale est en marre. Et ce sont des éléments qu'ils utilisent parce qu'ils savent que nous sommes un regroupement de communautés. Que Mobutu a fait un effort de faire comprendre que maintenant, nous devons tisser notre sort ensemble. Et chaque communauté a investi, a donné ce qu'il pouvait donner pour faire la nation congolaise. Donc, si je vous comprends bien, vous proposez la cohésion nationale au niveau interne et il faut également donner des moyens à nos forces armées pour justement mettre fin à cette crise, selon vous en tout cas. Oui, moi je vais au-delà. Je veux une diplomatie d'attaque économique. Parce que nous qui avons ces ressources, les utilisateurs finaux, ils sont où? Qui achète? Les coltans congolais, qui achète ces coltans? On l'utilise dans quoi? Parce qu'au-delà de tout, il s'agit d'une guerre économique. Hein, mais oui, c'est une guerre économique qui nous est imposée par... qui a trouvé des actus et des dédoublements pour voiler. Tout ce temps, on a dit, il y a 20 ans, personne ne pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, Dieu merci, qu'on comprend, la lecture est là, peu importe la personne. Quand vous diffusez les images, on se dit, oh là, voilà, on comprend au jour d'aujourd'hui. Donc, on doit avancer et attaquer, pourquoi pas, les derniers consommateurs de produits congolais. Alors, je voudrais qu'on parle, avant de chuter, justement, des priorités du plan de développement pour la province du Kwilu. Je l'ai dit dans l'entame de cette émission que vous êtes un élu de cette province. Chaque année, vous organisez un festival qui s'appelle Banama. Qu'est-ce que ça apporte d'abord en termes de cohésion nationale? Oui, mais parce que moi, je suis culturel, hein, je suis 100% culturel. Je me dis... On le sait, que vous êtes un grand acteur je me dis, dans un pays de communautés, il n'y a rien de plus noble que chacun donne ce qu'il a. Et pour se comprendre, qu'est-ce que j'ai que tu n'as pas? Je peux t'accepter qu'à ce temps, à cela. Mais la meilleure communication d'échange culturellement se passe dans des festivals. Et dans les festivals, c'est ces échanges culturels. Ça peut passer par la musique, ça peut passer par la danse, ça peut passer par le mariage, par tout ce qui est très culturel. Mais il faut qu'on s'organise pour prendre cette responsabilité. Quand vous ne connaissez pas l'autre, c'est là le début du problème. Mais quand je vous connais et qu'on est différents, en ceci, c'est des efforts qu'on doit faire, là où il y a nos différences. Cette année, le festival a eu lieu. Alors, le festival, je le fais. Maintenant, là, la thématique de ce festival va ailleurs. La thématique, c'est à cause de tout ce qu'on nous a volé comme richesse qui est parti, qui doit revenir. Moi, je dis, en termes de la musique, par exemple, nous avons gâché notre industrie musicale parce qu'en termes des instruments, on les a perdus. Il y a une société internationale qui travaille sur les sons. Et tous ces sons-là est commercialisé dans ce qu'on appelle synthétiseur. Aujourd'hui, on met ça dans des téléphones. Mais on va mettre les sons de l'Ikembe. Est-ce qu'en Allemagne, ils ont joué de l'Ikembe dans leur histoire? Les Ngongi, ils ont joué ça quel jour? Voilà que nous, on a bloqué notre industrie. On ne sait pas multiplier, faire une usine pour faire les Ngongi. Comme ils adorent notre musique, ils adorent notre son, nous devions envoyer l'industrie. Mais c'est eux maintenant qui nous revendent pour coller notre musique en ça. C'est une perte. C'est une perte énorme. Quelle priorité aujourd'hui? Et c'est comme ça que je valorise ces instruments dans la tradie moderne de la musique traditionnelle que je présente dans ce festival Banama. Et pour cela, pour y arriver, pour tous les Congos, il faut prendre de tous les aspects, de toutes les cultures, parce que chaque culture a un type de musique. Et chaque culture qui a un type de musique a des sons. Et chaque son a des instruments. Mis ensemble, c'est ça qui fait la richesse du Congo. Si vous êtes demandé de parler des priorités aujourd'hui pour le développement de votre province, la province du comment Kwilu, vous répondez? Non, la province du Kwilu était déjà développée à l'état indépendant du Congo. C'était déjà développé parce que c'était une province industrielle. Quelles sont les priorités? C'était industriel. Rapidement, et c'était industriel dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, il faut revenir dans ces schémas. Nous avons des terres et il y a des zones. L'État est très bien organisé. Les zones économiques spécialisées. On doit le mettre au nord et au sud du pays parce qu'au nord,
si je dois dire, à l'est, par exemple, nous avons, au nord, pardon, nous avons les deux Kasaï jusque vers l'Angola, et au sud, on a Kinshasa. Deux opportunités. Et Kinshasa, pas seulement Kinshasa, en face, il y a Brazzaville, on peut continuer jusqu'à d'autres pays qui nous entourent. Et derrière, nous avons l'Angola. Donc, les Kwilu restent une opportunité d'investissement, mais à condition qu'on puisse continuer le projet de mettre de l'électrification des Inga, qui est déjà à Bandundu-Ville, qui doit continuer de l'autre côté, Kakobola. Kakobola, c'est un petit truc de rien du tout. Ça, c'est pour le domestique, ce n'est pas pour l'industrie, on doit le dire. Donc, l'industrialisation doit venir des Inga, qui est déjà à Bandundu-Ville. On doit renforcer et ramener ça, que ça traverse pour aller vers Kasaï, et que c'est par là les trains électriques pourra passer, et à chaque gare, on peut créer des centres de production en thé, en café, en EVA et en canne à sucre. Ça, c'est des produits qui peuvent aller directement déjà dans l'industrie et peuvent créer de l'emploi. Voilà qui est bien dit et voilà qui met fin à cette émission. Dédé Moupassa, député national, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Je rappelle qu'avec vous, nous avons parlé justement de la loi de finances. Quel impact sur le quotidien des Congolais? Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout dans le monde et restez fidèles au programme de Télé 50.